Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Christian Gravel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes préfet, président de la MIVILUD, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, un organisme public qui fête ses 20 ans ces jours-ci et dont le dernier rapport, Christian Gravel, fait un constat alarmant. Le phénomène sectaire n'a jamais été aussi important ici en France. Je vous confirme, contrairement à ce que certains pouvaient penser, ce phénomène est prégnant depuis des décennies même sur notre territoire et à l'échelle internationale. Mais on a constaté, notamment à l'occasion de notre dernier rapport d'activité, que le nombre de saisines dont nous faisions l'objet a une croissance exponentielle en quelques années. On a eu 86% d'augmentation en 6 ans. On est passé à plus de 4000 saisines par an, sachant qu'il faut avoir en tête que ces saisines ne sont que le reflet de tendances lourdes permettant de témoigner de la vivacité, du dynamisme de ces phénomènes sectaires dans notre territoire national. Votre rapport dit plusieurs choses, on va les détailler ensemble. D'une part, notamment que l'offre sectaire n'a jamais été aussi vaste et qu'elle n'a jamais été aussi diffuse. Elle est extrêmement diffuse, puisque au-delà des grandes institutions sectaires que l'on connaît depuis des années... Que vous appelez les multinationales de la spiritualité. Qui sont des multinationales, objectivement. Exemple, l'Église de la Scientologie. Comme la Scientologie, par exemple, évidemment. Nous avons constaté l'émergence d'une multitude d'acteurs, beaucoup plus discrets, touchant des groupes plus diffus, plus discrètement, puisqu'ils usent des réseaux sociaux, de la capacité du web à pouvoir constituer des communautés beaucoup plus discrètes, permettant évidemment de transcender les frontières et de pouvoir diffuser leurs messages pour pouvoir derrière tâcher d'endoctriner un certain nombre d'adeptes et de faire en sorte qu'ils puissent passer sous l'emprise de ces entrepreneurs sectaires. Donc on voit bien qu'on est confronté à l'émergence de ces gourous 2.0 qui profitent précisément des capacités offertes par la révolution numérique, par le web, pour pouvoir élargir leur base et toucher un public de plus en plus vaste. Un public de plus en plus vaste et de plus en plus jeune ? Toutes les générations sont concernées par les dérives sectaires, comme tous les territoires le sont, comme toutes les catégories sociales le sont. Il faut sortir d'un préjugé, ça n'a rien à voir avec la bêtise ou la naïveté. Il n'y a pas de prédisposition sociale, géographique. Il y a tout simplement des circonstances qui peuvent toucher chacune et chacun d'entre nous, à savoir un moment dans votre vie avec des fragilités, des vulnérabilités, qui sont exploitées dans ces cas-là par ces entrepreneurs sectaires, qui savent comment prendre le pouvoir sur votre esprit, sur votre cerveau, prendre le pouvoir sur votre libre arbitre et faire en sorte de vous manipuler et de s'inscrire dans une démarche qui se traduit systématiquement par des préjudices à caractère financier, physique, avec beaucoup d'agressions, d'abus sexuels, de viols, et systématiquement d'abus à caractère psychologique par définition. Ce que vous dites, c'est que ces dérives sectaires se greffent sur des sujets de société, des sujets d'inquiétude, et ils sont nombreux ces dernières années. Vous l'avez évoqué, la crise sanitaire bien sûr, mais aussi la crise écologique. Et puis d'autres sujets dont on parle beaucoup, notamment le rapport à soi. Une grande partie des saisines de la MIVILUD concernent des questions de santé. La santé est un sujet prégnant dans le cadre des dérives sectaires. C'est normal. Par définition, une personne qui est confrontée à la maladie est plus fragile, s'interroge, peut être soumise à des traitements douloureux, est en quête, par définition, bien souvent, de méthodes alternatives que des prédateurs sectaires peuvent proposer, cumulant dérives thérapeutiques et dérives sectaires avec ces phénomènes d'emprise mentale, en vous promettant des recettes miracles, en vous incitant à couper les ponts avec tout ce qui relève de la médecine conventionnelle, tout ce qui relève de la science de manière générale, et par conséquent un isolement, un repli sur soi qui est exploité par ces prédateurs sectaires. Et je vous confirme que la question de la santé est évidemment une question qui est toujours aussi importante dans le cadre des statistiques que nous mettons en place, puisque par définition, à l'occasion de la crise sanitaire à laquelle nous sommes confrontés, à laquelle nous avons été confrontés, un climat anxiogène a favorisé cette recherche de méthodes alternatives, puisque la peur, le stress, les inquiétudes extrêmement fortes ont caractérisé un certain nombre de nos concitoyens. Et donc sont allés chercher, parmi malheureusement un certain nombre de charlatans, qui sont potentiellement dangereux, un certain nombre de méthodes, de recettes, pour pouvoir essayer de trouver
d'une part des réponses à leurs questions, à leurs maladies, mais plus globalement, essayer de trouver des réponses à la quête de sens, aux questionnements que les uns et les autres peuvent se poser, étant donné les bouleversements du monde auquel nous sommes confrontés. Vous parlez de charlatans. Dans le rapport, vous faites vous définissez tout le spectre de personnes qu'on peut trouver. Donc on parle de guérisseurs, de chamans, de ce genre-ci. C'est ça. Toutes les formes possibles de pratiques alternatives, c'est-à-dire s'inscrivant d'une certaine manière en opposition avec la médecine conventionnelle, s'inscrivant dans la raison qui est au cœur de notre tradition des Lumières, ont vu leurs chiffres se déployer et donc leur capacité de capter l'attention d'un public, encore une fois, de plus en plus fragile. L'enjeu étant de faire le distinguo entre ce qui relève effectivement de pratiques sectaires avec une forme d'emprise, vous l'avez dit, des conséquences financières ou physiques sur les personnes qui en sont victimes, et puis des pratiques qui vont peut-être à contre-courant, mais qui là relèvent plus d'une liberté de conscience personnelle. La politique liée aux dérives sectaires date d'une quarantaine d'années, avec d'abord une prise de position des parlementaires sur la question des sectes. Et puis depuis 20 ans, on a vécu une évolution juridique extrêmement plus forte avec l'adoption de la loi Abou-Picard. Et depuis 20 ans, donc, qui correspond également à la date anniversaire de la Miviludes, comme vous l'avez rappelé, nous avons pris en considération le fait que la liberté de conscience, de croyance, d'opinion est par définition une liberté fondamentale à laquelle on n'a pas vocation à toucher. Donc vous avez le droit de croire ce que vous voulez en France, quel que soit le caractère parfois assez original, même fantasmatique, qui peut être en face de vous. Par contre, ce qui relève de la responsabilité de l'État, c'est notre devoir d'intervenir lorsque l'ordre public ou lorsque des individus sont clairement mis en danger, lorsqu'il y a une mise en danger de la vie d'autrui. Et c'est dans ce cadre-là que nous agissons. Donc ce qui nous intéresse, ce ne sont pas les structures et leurs doctrines, ce qui nous intéresse, ce sont les dérives potentielles, se traduisant par, encore une fois, des préjudices divers et variés, mettant à mal la liberté de conscience, pour le coup, et la santé de ces individus. Donc notre rôle est de veiller à ce qu'on puisse intervenir lorsque nous sommes alertés, la plupart du temps par des proches de victimes, à travers le site de la Miviludes, miviludes.intérieur.gouv.fr, qui permet d'être en contact avec des experts, des conseillers de la Miviludes, dont je salue l'investissement et le professionnalisme. Ce sont des experts qui connaissent l'ensemble des sujets et qui sont en mesure de vous mettre en contact également avec les bons services, les associations, pour vous accompagner dans le cadre de la démarche qui doit vous permettre derrière de sortir de cette emprise à caractère mental. Voilà, vous l'avez rappelé à l'instant, si on a des doutes effectivement sur un proche ou même sur un parcours qu'on suit soi-même, on peut effectivement vous contacter. Vous disiez que cette augmentation du spectre à la fois des néo-gourous et des victimes est liée à ce moment d'angoisse que l'on ressent tous collectivement, d'un moment traversé par des crises. Pour autant, dans l'histoire de nos sociétés, des crises, il y en a eu, des moments d'angoisse aussi. Pourquoi, à quoi ça correspond d'un point de vue plus large de la société, de ce besoin de se tourner vers cette quête de sens. Pourquoi aujourd'hui c'est plus prégnant qu'il y a 20 ans ou qu'il y a 30 ans? Je crois pouvoir affirmer que cette quête de sens, elle est intrinsèque à la nature humaine et que ces interrogations, ces ouvertures vers des traditions, des réflexions profondes à caractère philosophique, parfois ésotérique, peuvent se comprendre dans la quête de cette recherche de soi-même, de la compréhension, d'une recherche d'une forme de vérité. Et encore une fois, c'est votre droit absolu en France au nom du respect de la liberté de conscience et d'opinion. Notre société est encore une fois en plein bouleversement, confrontée à une série de crises. Vous l'avez rappelé tout à l'heure en introduction. La crise écologique, la crise de la guerre en Ukraine dernièrement, la crise sanitaire inédite, qu'on n'a pas connue depuis des décennies et des décennies avec une telle ampleur, la question de la perte de repères, la question des différentes peurs qui s'alimentent les unes avec les autres. Et donc l'idée d'une forme d'isolement parfois, l'idée et le sentiment de se retrouver seul, confronté à une perspective qu'on n'arrive pas à dessiner. Et c'est là où, précisément, les prédateurs sectaires savent comment exactement pouvoir activer un certain nombre de leviers
pour vous donner l'illusion d'apparaître comme étant, la plupart du temps, membre d'une forme d'élite, capable d'accéder à une forme de vérité. Et donc on vous promet, on parlait de la santé, des recettes miracles, mais on vous promet également une grille de lecture vous permettant de vous rassurer. Et donc de vous donner tout d'un coup une direction possible à laquelle, lorsque la rhétorique est maîtrisée de la part des entrepreneurs sectaires concernés, et c'est la plupart du temps le cas, lorsque les méthodes utilisées permettent de capter l'attention, je parlais des gourous 2.0, l'ensemble de ces entrepreneurs sectaires maîtrisent parfaitement les codes du web, maîtrisent parfaitement tout ce qui relève du marketing digital et savent également comment faire en sorte, en profitant des possibilités offertes par le web, d'établir un contact direct avec vous, avec des groupes, et d'essayer d'élaborer, au-delà de la doctrine qui est proposée, un lien, de pouvoir établir un lien de confiance, soi-disant, avec vous, en vous promettant d'accéder à des théories, à des techniques, à des vérités qui vont vous permettre d'aller mieux, de comprendre ce qui se passe dans le monde et de vous-même de vous inscrire dans ces cas-là dans une perspective d'épanouissement et de développement personnel absolu. Et c'est là où ça peut devenir dangereux, lorsqu'il y a une rupture provoquée avec votre entourage, avec votre famille, avec la société d'une manière générale. Vous parliez de vérité à l'instant, de grille de lecture du monde, des notions qui ont été malmenées, on le sait, depuis la crise sanitaire. Est-ce que vous diriez en ce sens que le complotisme qu'on a vu prendre de l'ampleur ces dernières années est une forme de dérive sectaire? Complotisme est un phénomène social existant depuis des siècles et des siècles. La révolution numérique a largement contribué à réhabiliter d'une certaine manière un certain nombre de ces théories et à en diffuser d'autres par la possibilité offerte par la technologie. Et s'il y a bien une distinction à faire entre ce qui relève du complotisme et des dérives sectaires, ce que nous avons constaté aussi à l'occasion du dernier rapport, à travers le travail effectué par l'ensemble des collaborateurs et des équipes de la Miviludes, c'est cette hybridation de plus en plus forte entre ces théories à caractère conspirationniste et les dérives sectaires, dans le sens où beaucoup d'acteurs, de leaders de ces phénomènes sectaires s'inscrivent dans des sillons tracés par ces théories complotistes pour mieux contribuer à couper les futures victimes de leur entourage, à les couper de la société. Et c'est là où le processus d'enfermement est encore plus marqué du fait de la force de ces théories-là qui, je le rappelle, sont également désormais, malheureusement, un élément clé de la culture du web aujourd'hui. J'ai deux questions très rapides. D'abord, première question, est-ce qu'on n'est pas un peu impuissant face à ça? Sur les 4000 saisines que vous évoquiez tout à l'heure, seuls 20 ont donné lieu à des signalements à la justice. Première question. Et deuxième question, est-ce que ce phénomène, mais je crois que je connais la réponse, est franco-français? 20 articles 40 activés, c'est-à-dire qu'on active nous-mêmes à la Miviludes des procureurs de la République territorialement compétents, c'est tout à fait normal étant donné que dans le cadre du droit français, nous avons besoin d'une multitude d'éléments de preuve permettant d'engager une démarche judiciaire. Mais au-delà des 20 dossiers concernés, nous suivons avec les différents services enquêteurs de la gendarmerie, de la police, l'ensemble des dossiers qui nous remontent et qui remontent également directement à ces services. Au-delà de la Miviludes, vous pouvez aller déposer plainte à votre commissariat ou à la caserne de gendarmerie. Donc il y a beaucoup plus de dossiers traités à l'échelle nationale. Et pour répondre à votre question, il ne s'agit en aucun cas d'un phénomène franco-français, il s'agit d'un phénomène à caractère mondial qui malheureusement s'adapte aussi aux spécificités culturelles, notamment législatives bien sûr, des pays. Et sachez que beaucoup de pays se sont tournés et se tournent encore vers nous en France, étant donné que nous sommes l'un des très rares pays à pouvoir proposer, à travers la Miviludes, une administration centrale qui soit à la fois chargée de l'analyse de ces phénomènes, de la coordination de l'action préventive et répressive avec tous les services de l'État concernés et qui se charge également du lien et de l'accompagnement des victimes. Et c'est un modèle qui visiblement intéresse beaucoup de pays également concernés par ce fléau. Et j'ajoute qu'au début de l'année 2023, il y aura les premières assises des dérives sectaires et du complotisme ici en France. Merci beaucoup Christian Gravel. Votre rapport, le rapport de la Miviludes est à trouver sur le site internet de cet organisme public. On le rappelle, un rapport qui fait 200 pages, passionnant. Merci encore. Merci à vous. On se retrouve juste après la pause pour la suite de Paris Direct avec Damien Coquet. À tout de suite.